Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Bon. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, l'actualité, c'est évidemment, et c'est aussi les primaires américaines. On a cette nuit, hier soir très tard, Ron DeSantis, gouverneur de Floride, qui a jeté l'éponge, qui soutient Donald Trump, pour qui la primaire semble plus que jamais pliée. Le retour aux affaires de Donald Trump, qui est un scénario qui fait, dit-on, trembler, qui a fait trembler les grands patrons et les chefs d'État qui étaient à Davos la semaine dernière. On a eu deux invités en plateau, Alain Minc, que vous connaissez, qui nous a dit si Trump est élu, la démocratie américaine serait en danger. Analyse différente de Patrick Artus, que vous connaissez également, le chef économiste, qui disait d'un point de vue économique, Trump est une bonne nouvelle pour les marchés. Vous en pensez quoi si d'aventure il était élu en novembre? Alors moi, je vais me focaliser sur les aspects économiques Bien et sûr, financiers. bien sûr. Je vais laisser la question politique à la main. J'étais à Davos également la semaine dernière et c'est vrai que l'élection américaine, c'était l'éléphant dans le magasin de porcelaine, hein. Tout le monde voulait en parler. Anecdotiquement, il y avait une session sur à quoi pourrait-on s'attendre en cas d'administration Trump 2.0 et c'était la queue la plus longue de tout le palais des congrès. Donc un vrai intérêt, une vraie inquiétude autour de ça. Bah, je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés. Parce que certes, il y a le souvenir de ce qui s'était passé en 2016. En 2016, les marchés, après les premières 24 heures un peu compliquées, étaient plutôt partis à la hausse parce qu'à l'époque, Trump avait offert des baisses d'impôts extrêmement fortes, etc. Mais cette fois-ci, j'ai bien peur que les choses soient plus compliquées. D'abord parce qu'il n'y a plus les marges de manœuvre que l'on avait à l'époque en termes budgétaires. Le déficit américain est extraordinairement élevé. Et aussi parce que la situation géopolitique est beaucoup plus tendue qu'en 2016. Et donc la capacité d'une présidence Trump à engendrer du bruit, par exemple, dans une stratégie de tension avec l'OTAN autour du financement de la défense ou une difficulté encore supplémentaire avec la Chine, me paraît élevée. Donc, répliquer en fait 2016 me paraît assez dangereux en fait. Et moi, je m'attendrais plutôt à des marchés sur le qui-vive en cas de réélection de Trump. Et donc une saison 2, un Trump à la tête de la Maison-Blanche saison 2 qui serait donc différent, même si, notamment pour les marchés, même si les ressorts et les recettes pourraient rester les mêmes, encore une fois, avec des barrières douanières, avec des baisses d'impôts à la clé, qu'il n'y avait plus en 2016. Oui, mais en 2016, avant d'arriver en fait à On la vous guerre entend un petit commerciale, peu mal, pardon, on vous entend un petit peu moins bien qu'au début, je me permets de vous le dire. je vais mettre un autre micro qui va peut-être marcher un peu mieux. Ouais. On va voir si ça marche mieux. Allez, on fait l'essai, on est en direct sur Boursorama. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça marche mieux? Oui, c'est mieux. Eh ben voilà, Voilà. Allez, j'aurais Gilles, l'air un peu, j'aurais mon air de découvert du ciel. dans Ok, la bonne direction. Alors je vous écoute sur... voilà. 2016, on a eu deux temps en fait. On a eu un premier temps où Trump a quand même offert énormément de cadeaux entre guillemets au marché parce que ça a commencé surtout sur le diptyque dérégulation et baisse d'impôts. Et la question de la guerre commerciale avec la Chine est arrivée après. Donc on a commencé en fait la présidence Trump 1.0 sur cette note extrêmement positive. Deuxième élément, et ça je pense que c'est une vraie différence avec ce qui risque de se passer à la fin de cette année si Trump gagne, au début de la présidence Trump 1.0, on a encore l'appareil politique du Parti républicain qui est en contrôle. Les premiers choix de personnel, entre guillemets, de Trump en 2016 ont été des choix assez traditionnels, le secrétaire général de la Maison-Blanche, les différents ministres qui ont été nommés au cabinet, parce que Trump arrive assez peu préparé fondamentalement à la présidence. Là, le message qu'on a reçu à Davos de certains représentants républicains qui y étaient, c'est cette fois-ci, ça commencera très vite, très fort, avec la mise en place d'un personnel politique autour de Trump qui sera beaucoup plus radical que la dernière fois. Et ça joue énormément. C'est-à-dire que en 2016, Trump arrive au pouvoir, au départ, reste quand même plus ou moins contrôlé par l'appareil républicain. 2 ans plus tard, il perd les élections midterm à la Chambre des représentants, ce qui réduit sa capacité d'action. Cette fois-ci, surtout s'il gagne le Sénat en même temps que la présidentielle, on peut s'attendre à ce qu'il ait accès aux manettes
tout de suite et de manière encore une fois plus radicale. Donc les attentes des gens qui étaient à Davos la semaine dernière étaient des attentes assez inquiètes fondamentalement. Oui, mais quelle décision, encore une fois, économique, politique et surtout économique, le président Trump 2.0 pourrait prendre qui serait néfaste à la fois pour l'économie américaine, pour l'économie du reste du monde et pour les marchés boursiers, Alors, concrètement? il y a trois sujets différents. Il y a un premier sujet qui est celui de la relation avec la Chine, qui, même si la rivalité fondamentale entre la Chine et les États-Unis reste toujours là, et si Biden a maintenu en fait la plupart des tarifs douaniers, on irait probablement vers un durcissement supplémentaire de la position américaine vis-à-vis de la Chine si Trump est élu. Mais qui est Donc, partagé trade par les war deux camps, 2.0. qui est partagé, il y a un consensus très transpartisan aux États-Unis sur la question de la rivalité avec la Chine, hein. Il y a un consensus, mais pour moi, la question est dans le delta. C'est-à-dire que Biden a maintenu ce qui avait été mis en place par Trump sur les tarifs douaniers, a accru le découpling américain, par exemple sur la question des terres rares ou la question des batteries, mais il n'y a pas eu d'augmentation, de durcissement de l'approche sur le commerce international vis-à-vis de la Chine, j'allais dire lambda. On a des secteurs qui sont très protégés, mais il n'y a pas eu de durcissement de la commerciale, j'allais dire tous azimuts. Si Trump arrive au pouvoir, c'est pas si évident que cela. Deuxième élément, tout ce qui tourne autour de l'IRA. Je rappelle que Trump a dit explicitement que s'il arrive au pouvoir, il mettrait fin à la partie de l'IRA qui finance la transition énergétique, puisque je rappelle qu'il n'y croit pas. On peut supposer qu'il y aurait énormément de résistance de l'appareil républicain, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans les États républicains, mais sur la question, par exemple, de la transformation de l'industrie automobile, on peut s'attendre à des changements assez forts. Or, il y a énormément d'argent aux États-Unis aujourd'hui qui se sont investis autour de la promesse de l'IRA. Si l'IRA est réformée, on rentre un tout petit peu quand même dans de l'incertitude. Et rappelons aussi la relation très compliquée que Trump entretient avec le secteur de la tech aux États-Unis, avec lequel il a un peu une relation d'amour-haine. Donc attention de ce côté-là. Troisième élément, l'Europe. Et ça a été dit de manière explicite par beaucoup de soutiens de Trump. Je ne sais pas si Trump lui-même l'a dit, mais beaucoup de ses soutiens l'ont dit. Ils ont une opposition fondamentale et frontale avec l'approche européenne aujourd'hui, qui consiste à mêler la question des relations commerciales internationales à la question de la lutte contre le réchauffement climatique, avec une bête noire pour les républicains, qui est le mécanisme de taxe carbone à la frontière mis en place par les Européens. Donc si on va vers une présidence Trump 2.0, on pourrait s'attendre à une tension supplémentaire entre l'Union européenne et les États-Unis sur ces questions environnementales et ces questions d'échange international. Et ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle Oui, pour mais c'est pas une les bonne actions nouvelle, européennes. Gilles, pour le reste du monde, pour les Européens, pour les Chinois, mais pour le marché, encore une fois, local américain, pour l'économie américaine et donc les marchés boursiers américains, c'est pas forcément non plus une mauvaise chose, non? Ça dépend de l'organisation sectorielle que vous avez. C'est-à-dire que ce qui est quand même frappant aux États-Unis, c'est que même si l'opinion publique américaine est très polarisée sur la question de la transition énergétique, il y a une transition en cours aux États-Unis. Il y a des investissements très lourds dans les nouvelles technologies, dans les renouvelables. Il y a énormément d'investissements dans le grid électrique, etc. Si c'est remis en cause, vous avez tout d'un coup des milliards de dollars qui se sont déversés, encore une fois, sur cette promesse de l'IRA qui disparaîtrait. Bon, et donc au final, pour vous, donc le bilan serait globalement négatif en cas de réélection pour C'est tous pas, ces c'est arguments. pas, c'est pas, c'est pas nécessairement catastrophique. Et la question sur le fond, c'est qu'est-ce que entre-temps la Fed aura fait, par exemple, qui permettrait de gérer entre guillemets l'arrivée d'une administration républicaine un peu disruptive. C'est pas nécessairement l'élément déterminant de l'évolution des marchés actions en 2025 après une élection. Mais que ce soit une source de volatilité, oui, absolument. Ça me paraît très, très net. Et encore une fois, sur cette question budgétaire, les choses ont changé. Et avec toute l'amitié que j'ai pour Patrick, je pense que ça, c'est une vraie différence par rapport à 2016. En 2016, le marché se fichait royalement de la question de la dette publique américaine. Tout ce que le marché voyait, c'était Trump égale baisse d'impôts. Aujourd'hui, faire des baisses d'impôts supplémentaires, ou ne serait-ce que prolonger les baisses d'impôts de Trump de 2016, qui normalement devaient arriver à expiration dans les années qui viennent, alors que la dette publique a dépassé 100% du PIB, alors que le déficit
reste aux alentours de 5% du PIB, c'est prendre un risque quand même lourd, en Autour particulier de pour le 5 ou de marché 7? américain. C'est 7, hein. Autour de 5. Enfin, 5 sur le fédéral, 7 si on ajoute la totalité, mais quid de l'expiration? Parce que un élément qui me paraît assez oublié dans cette affaire-là, c'est que quand vous regardez les projections actuelles du CBO sur la dette publique américaine, je rappelle que le CBO, à politique inchangée, prévoit une dette publique américaine en 2050 à 200% de PIB, donc de niveau japonais. Ça, c'est si rien n'est fait. Dans les scénarios actuels du CBO, on part du principe que les baisses d'impôts qui ont été octroyées par Trump en 2016-2017 vont expirer. Si elles n'expirent pas, et une présidence Trump 2.0 cherchera à ne pas les faire expirer, là on a une dérive supplémentaire des finances publiques. Et encore une fois, en 2016, tout le monde s'en fichait. On était dans une situation où la question de l'offre de papier américain sur le marché obligataire était absolument ignorée. C'est pas du tout la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais, c'est très clair. Et puisqu'on parle de Gilles de politique monétaire, Raphaël Bostich, c'est le président de la Fed d'Atlanta, il s'est prononcé en faveur, alors c'est une voix parmi d'autres, mais c'est une voix aussi qu'on écoute, en faveur d'une réduction des taux d'intérêt directeurs de la Fed au troisième trimestre. C'est pas du tout le sentiment du marché actuellement, hein. Non, mais c'est le mien. Je plaisante, mais je continue à être très surpris par le caractère, comment dire, très arc-bouté du marché sur ces attentes des baisses de taux de la part de la Fed. On a Consensus qui se toujours, réajuste, Gilles, consensus qui est en train de se oui, qui serait réajuster quand juste. même, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, et ce qu'il aura fallu pour faire réajuster ce consensus me paraît assez fort. Le marché aujourd'hui, de mémoire, a une probabilité de 45% à peu près d'une première baisse des taux en mars. Ouais. Mars, c'est demain matin, hein, Ouais. en termes de politique Mais monétaire. c'est du grand n'importe quoi. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que les marchés, comment un acteur sur deux du marché monétaire peut penser qu'il y aura une baisse de taux au mois de mars de la Fed. Moi, je partage cette surprise, sachant qu'en plus, moi, je ne connais pas un seul client à qui je parle qui soit absolument convaincu que la Fed baisse ses taux en mars. Donc, une espèce de dichotomie assez rare, finalement, entre la discussion générale de marché, qui est très prudente hein, sur ce que la Fed va faire, et ce pricing qui est extraordinairement clair. Donc là, ça commence à se réajuster. Je pense qu'il faut que ça se réajuste encore un peu. Et ça finira comme ça pour vous? Ça finira selon vous, c'est une prévision, hein, plutôt après l'été? Moi, pas après l'été, mais j'ai une première baisse des taux en juin. Soyons clairs, vers le mois de novembre, je commence à me sentir un peu tout seul et un peu inquiet sur cette prévision. Je me sens beaucoup plus confortable aujourd'hui. Bon, on se quitte là-dessus. Votre principale pour cette année peur et votre principale certitude? Très belle question. Principale peur. La zone euro, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'on est un peu sur la espèce de ligne de crête. On oscille en permanence entre stagnation et récession. Il en faut pas grand-chose, quoi, pour que on tombe du mauvais côté, qu'on tombe du côté récessif. Et ce qui m'inquiète là, c'est la combinaison d'une politique budgétaire qui se durcit avec une politique monétaire qui tarderait en fait à réagir. Donc ça, c'est mon inquiétude, c'est plutôt sur l'Europe. Ma plus grande certitude, ça va vous surprendre parce que sur la politique monétaire, je pense que les taux directeurs baisseront plus tard que ce que le marché croit. En revanche, sur la désinflation de manière générale, je reste assez positif, je reste assez confiant. Je pense qu'on a quand même les ingrédients pour que on finisse par faire atterrir cette inflation. On a des causes exogènes qui vont mieux et de manière endogène, on aura malheureusement probablement suffisamment de ralentissement de l'économie pour faire atterrir l'inflation. Donc là-dessus, je suis relativement confiant. Allez, merci à vous. Merci pour cet entretien. Donc avec Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Et à revoir en replay à 14 h. Merci, salut. Au revoir.